Est-ce que vous avez déjà imaginé partir pour un endroit lointain en mettant toute votre confiance, non pas dans la vitesse, mais dans la patience et dans des calculs faits des années à l'avance? La formulation vous paraît peut-être bizarre. Pourtant, c'est exactement comme ça que fonctionne un voyage dans l'espace. Ce sont ces problématiques que les scientifiques et ingénieurs aérospatiaux essaient de résoudre. Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir un voyage vers Jupiter. On lance une machine de métal dans le ciel et on lui demande de suivre certaines trajectoires particulières. Ces trajectoires sont longues car elles ne se comptent pas en heures, mais en mois, voire en années. Partir vite ne suffit pas. Il faut partir au bon moment. Attraper des petites poussées offertes gratuitement par des planètes qui passent et accepter que la trajectoire ressemble plus à une lente traversée qu'à une fusée qui file droit vers sa cible. Le premier paradoxe, et celui qui frappe quand on y pense pour la première fois, c'est que pour aller vite, il faut parfois aller lentement. Alors je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. On pourrait croire qu'on envoie une sonde tout droit, qu'on appuie sur l'accélérateur et qu'on arrive. Mais l'espace n'est pas un grand vide sans règles. C'est un lieu complexe où les planètes et les étoiles imposent des sortes de courants. Et si on veut rejoindre Jupiter et rester dans le voisinage de ses lunes, il faut quitter l'orbite terrestre. Se glisser entre les puits de gravité créés par Mars ou les astéroïdes de la ceinture, réduire progressivement sa vitesse relative pour ne pas rebondir au loin. Pour économiser du carburant, on utilise des trajectoires dites transferts qui prennent des années. On se sert des planètes comme d'un ressort. On s'approche, on se fait catapulter, on corrige juste assez pour que la suite du voyage nous mène exactement où on veut. C'est la manœuvre du bras de gravité. Ce truc presque magique où une planète qui tourne vous transmet une partie de son mouvement et vous envoie plus loin, sans consommer votre propre carburant. Le trajet devient alors une route invisible, tracée par les lois du mouvement. Les ingénieurs planifient ces routes bien avant le lancement. Ils calculent les fenêtres de départ, les fenêtres de rendez-vous, ils prennent en compte la position de chaque planète dans son coin de ciel. Et parce que tout est long, chaque décision pèse. Et si on rate un passage, on peut repousser des années la possibilité d'atteindre la cible. Sur cette route, la sonde vit dans un silence presque absolu. Pas de bruit évidemment, mais une sorte de solitude aussi très concrète. Les communications sont rares, lentes et soumises à une latence qui augmente avec la distance. Quand on envoie un ordre, il met des dizaines de minutes à arriver. Quand la sonde répond, il faut attendre aussi des dizaines de minutes. Les opérateurs au sol deviennent alors super importants. Pourquoi ? Parce que chaque commande envoyée à la sonde doit être précis et millimétré pour éviter les fausses instructions. Il y a des temps d'écoute et on entend un bip. Et parfois, ce bip tarde. Et il faut alors garder son calme et son sang-froid. Cette longueur transforme la relation qu'on a avec la machine. On ne la pilote pas instantanément, on la conçoit pour qu'elle sache quoi faire, quand on ne peut pas la voir. JUICE est un bon exemple de cette logique. C'est une sonde pensée pour explorer Jupiter et ses lunes gelées. Mais elle n'arrive pas comme on arrive dans une ville voisine. Son chemin est une série d'étapes. Lancement, passage d'assistance gravitationnelle, correction de route, longue phase de croisière où les panneaux solaires et les instruments doivent survivre à un environnement froid et bombardé de particules, puis finalement, la capture dans le système jovien. À chaque étape, la sonde doit gérer le froid, l'absence presque totale de lumière, la radiation puissante de Jupiter et continuer de fonctionner pendant des années sans intervention humaine permanente. Les instruments sont allumés, puis éteints, puis remis en marche. Les capteurs prennent des photos, des spectres, des mesures magnétiques, et ces petites captures, accumulées pendant des mois et des années, composent finalement une image d'ensemble que personne ne peut obtenir d'un seul coup. Et puis, il y a la dépendance aux astres. Les fenêtres de tir, les moments où les planètes peuvent servir de tremplin, tout ça dépend d'un arrangement planétaire qui revient parfois après des décennies. Les équipes qui conçoivent ces missions ne travaillent pas seulement contre les contraintes techniques. Elles travaillent avec la mécanique céleste. Elles lissent la position des planètes. Elles planifient absolument tout sur la trajectoire de la sonde. Chaque signal reçu de la sonde est précieux, parce qu'il résume des heures de solitude électronique et des millions de kilomètres d'espace traversé. Et JUICE symbolise tout ce qu'on vient de dire. Petite pause, j'ai oublié que je vous ai pas dit bonjour. J'ai commencé la vidéo comme ça sans rien dire. Et du coup, bonjour. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas encore rejoint la chaîne, comme c'est le cas pour des centaines de personnes, eh bien faites-le. Ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs, comme voir les vidéos en avant-première. Enfin, faites-le si vous le souhaitez, évidemment. Pas parce que je vous le dis, évidemment. Enfin, dans tous les cas, c'est pas parce que je vous le dis que vous l'auriez fait. Mais je vous encourage à le faire. Enfin bref, je pense que
tout est dit. Voilà. Et en plus, je sais pas, peut-être ça vous saoule que je parle à chaque fois, donc on va reprendre la vidéo. Ok, maintenant on entre dans le concret. Qu'est-ce qu'une trajectoire interplanétaire et comment on passe d'une idée de départ à une sonde qui arrive 8 ans plus tard, là où on l'attendait? Une trajectoire interplanétaire, c'est d'abord une route dans l'espace qui relie deux orbites. Ce n'est pas une ligne droite comme sur une carte. C'est plutôt une courbe tracée par les lois, celles de Newton et d'Einstein, qui dit comment un objet libre se déplace sous l'influence des champs gravitationnels. Quand on part de la Terre pour aller vers Jupiter, on quitte déjà l'attraction terrestre pour ensuite l'orbite terrestre autour du Soleil. Et on va rejoindre une autre orbite bien différente. Pour faire ça, il faut changer la vitesse de la sonde de façon précise au bon endroit. Ces changements de vitesse, on les appelle les impulsions. Et c'est ça qui coûte cher en carburant. Pourquoi on ne va pas direct vers la planète en question alors? Parce que pour aller tout droit vers Jupiter, il faudrait une énorme quantité de carburant. Les fusées obéissent à la règle du moteur à réaction. Plus on souhaite aller vite, plus il nous faut de carburant, et au final, le carburant lui-même pèse et demande encore plus de carburant pour être accéléré. Il y a aussi le rendement qui joue énormément et qui rend la trajectoire directe souvent impossible ou irrationnelle. En plus, il y a des contraintes orbitales. La Terre qui tourne autour du Soleil, Jupiter aussi, et leur position change. Si on lance une sonde aujourd'hui ou dans 6 mois, la fenêtre qui permet d'atteindre la bonne vitesse et le bon angle ne sera pas le même. Et il faudrait attendre des années pour qu'elle ne se présente. Les manœuvres de changement d'inclinaison sont particulièrement coûteuses en carburant, si on veut modifier le plan orbital. C'est là qu'intervient la logique des Gravity Assist. L'idée est simple à dire et subtile à exécuter. En frôlant une planète, on peut emprunter un peu de sa vitesse orbitale. Imaginez une planète qui file autour du Soleil à une certaine vitesse. Si on arrive derrière elle, on se fait tracter et notre vitesse autour du Soleil augmente. Si on la frôle dans l'autre sens, on peut au contraire perdre de la vitesse. Tout se joue dans le référentiel solaire parce que dans le référentiel de la planète, on fait une boucle qui nous permet de repartir avec une direction et une nouvelle vitesse. Techniquement, la planète cède une part infime de son moment orbital à la sonde. Une quantité tellement microscopique qu'elle est indétectable pour la planète. Mais pour la sonde, c'est énorme. Un boost de vitesse gratuit qui économise des tonnes de carburant. Le gain porte sur deux choses principales. D'abord, l'énergie pure utile. Gagner ou perdre de la vitesse sans brûler du carburant. Ensuite, l'orientation. En sortant d'un vol, on peut repartir dans une direction très différente. Ce qui nous permet de rejoindre une trajectoire d'interception coûteuse. Ce sont des opérations vectorielles, pas seulement additionner des nombres. C'est comme changer d'axe en roulant plutôt que de freiner puis réaccélérer. La mécanique d'un transfert est donc une question de timing et de précision. On doit être au bon endroit au bon moment pour que la planète nous catapulte exactement dans la direction souhaitée. Les fenêtres de lancement correspondent à ces moments. Les trajectoires complexes demandent des calculs pour savoir où placer la sonde des années à l'avance. Et ensuite, des petites corrections en route parce que dans l'espace, il y a des perturbations. La pression du vent solaire, la gravité des astéroïdes, les erreurs minuscules d'orientation qui, accumulées sur des mois, peuvent décaler la sonde de milliers de kilomètres. Les corrections sont réalisées par de petites impulsions de carburant, mais elles doivent être calculées très précisément pour rester efficaces. Parlons maintenant de JUICE et des multiples survols. Une mission vers Jupiter qui veut économiser du carburant et ajuster sa trajectoire va souvent enchaîner plusieurs survols planétaires. Chaque survol a un rôle. La planète et la Lune sont des rampes de lancement, pratiques parce qu'elles sont proches, faciles d'accès et permettent de gonfler progressivement l'énergie vers la sonde. Vénus, parce qu'elle tourne plus vite, plus près du Soleil, peut fournir un coup de pouce complémentaire très efficace. Un passage près de Vénus permet de changer significativement notre vitesse et notre angle de direction par rapport au Soleil. En combinant des passages Terre, Lune, Vénus et encore Terre, on peut construire un profil d'accélération et d'ajustement fini, sans embarquer tout le carburant nécessaire pour un décollage direct. Ces survols servent aussi à d'autres fins utiles. Ils permettent d'ajuster l'inclinaison de la trajectoire pour arriver autour de Jupiter, à l'angle voulu pour observer ses lunes. Ils peuvent réduire la vitesse relative à l'arrivée, ce qui facilite ensuite l'insertion en orbite autour de Jupiter, ou la mise sur une trajectoire d'étude autour d'une lune. Dans le cas d'un plan long de 8 ans, chaque survol est préparé, comme un petit événement de mission. Il faut planifier les observations scientifiques pendant le passage, préparer les instruments, vérifier l'intégrité de la sonde après la manœuvre, et s'assurer que la trajectoire après le survol amène la sonde bien là, où le calcul disait qu'elle irait. Tout ça rend le plan de vol incroyablement complexe.
Les équipes au sol conçoivent chaque étape, mais elles doivent aussi prévoir des plans B. Elles calculent des centaines de trajectoires possibles, estiment l'impact des imperfections et programment les séquences d'autonomie embarquées parce que la sonde doit souvent se débrouiller sans directive immédiate. Sur 8 ans, il y a des phases d'attente, des hibernations, des calibrations, des fenêtres où la sonde effectue ses propres corrections de trajectoire automatiquement. L'exploitation scientifique se répartit sur toute la durée et chaque manœuvre conditionne ce qu'on pourra observer ensuite. Enfin, il faut ajouter l'aspect humain et organisationnel. Une mission qui s'étale sur presque une décennie demande une continuité d'équipe, des transferts de compétences et une endurance administrative. Les contrôleurs, les ingénieurs, les scientifiques apprennent au fil du voyage à lire la trajectoire vivante de la sonde, à anticiper, à corriger et à transformer chaque survol en opportunité scientifique. C'est un travail de précision, de patience et de créativité où la mécanique céleste devient un partenaire, plutôt qu'un simple obstacle. Dans l'immensité de notre système solaire, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, une sonde avance lentement vers un objectif ambitieux. Celui d'explorer Jupiter et ses lunes glacées. Ces mondes mystérieux qui pourraient abriter les clés de la vie. Cette sonde, c'est JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Il s'agit d'une mission de l'Agence spatiale européenne lancée pour révéler les secrets des océans cachés sous la glace d'Europe, Ganymède et Callisto, les lunes de Jupiter. Pour cette sonde lancée en avril 2023, un long voyage l'attend. Un voyage de plus de 8 ans ponctué de manœuvres précises et d'assistance gravitationnelle. Pour gagner de la vitesse sans brûler de carburant en frôlant les planètes sur son chemin. Mais en juillet 2025, alors que la sonde se trouvait à plus de 200 millions de kilomètres et que tout semblait normal, un silence inquiétant s'est installé. Le 16 juillet, à 4h50 du matin, depuis la station Cebreros en Espagne, les ingénieurs attendent un signal. Mais les antennes du centre ne captent rien. Plus aucune donnée de la santé du vaisseau. Aucun message de sa part. Ce silence, dans l'infini de l'espace, est terrifiant. Car perdre le contact avec un vaisseau spatial, c'est perdre le lien avec une mission scientifique. Angela Dietz, responsable des opérations, le décrit avec gravité. Perdre le contact avec un vaisseau spatial, c'est l'un des scénarios les plus graves auxquels nous pouvons être confrontés. À cette distance, chaque message envoyé met 11 minutes pour arriver. Et 11 minutes de plus pour recevoir une réponse. C'est une éternité quand on attend le moindre signe. Pour les scientifiques, perdre le contact avec JUICE, c'est perdre l'accès à ses données vitales, qu'elle envoie en continu. Sa température, son énergie, la santé des instruments. Sans elle, impossible de savoir si tout fonctionne, ou si la sonde est en danger. Face à cette crise, 2 solutions se dessinent. Attendre la prochaine réinitialisation automatique dans 2 semaines, qui pourrait relancer la communication. Ou agir dans l'urgence en envoyant des commandes à l'aveugle. Mais à cette distance, chaque tentative est une prise de risque. Un risque que les scientifiques décident de prendre. 6 tentatives échouent. Mais les ingénieurs persévèrent. Ils tentent de rallumer les amplificateurs, de réactiver les systèmes de communication, sans jamais recevoir de réponse immédiate. Pendant 20 longues heures, ils réessayent, ajustent, espèrent. Puis enfin, un signal se fait entendre. Une commande parvient à réactiver l'amplificateur de signal de la sonde. Le contact est rétabli. JUICE est en parfait état. Aucun système n'est tombé en panne. La mission peut continuer. Et alors, la cause de cette coupure, c'est quoi? Un petit bug de logiciel, une erreur de synchronisation, une minute interne qui, au moment précis où elle redémarre, toutes les 16 mois, a désactivé l'amplificateur. Un détail minuscule, mais qui a pourtant eu une conséquence énorme. Ce simple bug aurait pu tout faire basculer. Avec cette crise passée, JUICE s'est préparé sereinement à une étape cruciale. Son survol assisté par gravité de Vénus, le 31 août. Un coup de pouce gravitationnel indispensable pour accélérer vers Jupiter. À ce moment-là, la distance entre JUICE et Vénus était exactement de 11 141 km. C'est la deuxième assistance gravitationnelle du voyage de cette sonde, après celle Lune-Terre d'août 2024. Mais c'est surtout une manœuvre indispensable pour atteindre Jupiter en utilisant le moins d'énergie possible. Pour ça, la sonde oriente son antenne vers le Soleil, met ses instruments en veille et ne prendra volontairement aucune image durant ce passage. Parce que la sonde sera concentrée entièrement sur sa trajectoire. Parce que durant ce survol, chaque commande doit être exacte. Pourquoi JUICE prend ce drôle de chemin qui passe par la Terre, la Lune, Vénus, puis encore la Terre avant d'atteindre Jupiter? À première vue, ça paraît absurde. On voudrait pointer la sonde vers l'immense point rouge et on la voit partir en zigzag, frôler des mondes qu'elle ne va jamais visiter, s'éloigner au mieux pour revenir. Mais derrière ce balai se cache une logique implacable, presque pragmatique et une sorte de poésie froide
celle des trajectoires calculées au dixième de millimètre. D'abord, il faut accepter une idée simple. Dans le système solaire, rien ne bouge comme sur une carte. La Terre et Vénus tournent autour du Soleil à des vitesses différentes. Elles suivent chacune leur piste. La sonde n'est pas un avion qu'on peut simplement diriger. Pour changer de piste, il faut lui imposer une nouvelle vitesse ou lui faire emprunter l'énergie d'un corps plus massif. Brûler du carburant pour tout faire soi-même coûterait des tonnes et alourdirait la sonde à l'extrême. Alors, on emprunte à la nature ce qu'elle offre gracieusement, la mécanique des rencontres. Un survol planétaire, c'est exactement ça. Une main tendue. Quand une sonde frôle une planète, elle entre dans son champ gravitationnel. Elle y fait un tour et repart. Dans le référentiel de la planète, c'est presque une danse symétrique. Mais dans le référentiel solaire, celui qui compte pour aller vers Jupiter, ce passage n'est pas neutre. La planète partage un peu de sa vitesse orbitale. La sonde peut gagner de l'énergie, changer d'angle, modifier sa vitesse autour du Soleil, sans brûler de carburant. C'est une transition d'élasticité et de géométrie. On ne vole pas vers Jupiter, on s'y laisse conduire progressivement en empruntant des rendez-vous exacts. Pourquoi Vénus précisément ? Parce que Vénus est une grosse station de relais en termes d'orbite. Elle tourne plus vite que la Terre autour du Soleil et se trouve plus proche du centre du système. En la frôlant, on a la possibilité d'exécuter un changement de vitesse héliocentrique important pour peu d'efforts. C'est comme si la planète donnait un coup de main invisible. Un passage près d'elle peut largement modifier la trajectoire de la sonde et la préparer à rejoindre la voie qui mène jusqu'à Jupiter. Vénus, du point de vue d'un planificateur de trajectoire, est un outil efficace et disponible au bon moment. Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je vais y revenir pour que ce soit plus compréhensible. La séquence Terre-Lune, puis Vénus, puis à nouveau Terre, répond à une logique de phasage. Les survols proches de la Terre et la Lune servent à placer la sonde sur des trajectoires intermédiaires, à corriger de minuscules imprécisions et à caler l'horloge du vaisseau sur la mécanique céleste. La Lune, comme elle est peu massive, elle est en trajectoire lente autour de la Terre. Elle peut agir comme un point de repère ou comme un petit changement de cap utile pour l'entrée dans la trajectoire vers Vénus. Ensuite, Vénus donne le grand saut énergétique nécessaire. Après le survol de Vénus, on revient parfois frôler la Terre parce que la nouvelle direction et la nouvelle énergie nécessitent un dernier ajustement avant de partir pour la longue traversée extérieure. Chaque étape est un boost, et la combinaison des passages multiplie les options sans alourdir la sonde. Et dire qu'on s'éloigne pour mieux revenir, c'est une image qui colle bien. La sonde descend d'abord près du Soleil, récolte un élan, puis repart vers l'extérieur à une vitesse difficile à atteindre autrement. C'est un peu contre-intuitif parce que pour aller vers l'extérieur, on plonge d'abord vers l'intérieur. Mais ça fonctionne parce que la gravité n'est pas un simple frein. Si on sait l'utiliser au bon angle et dans la bonne manière, elle devient un propulseur. La manœuvre réclame un timing chirurgical. Si la sonde rate de quelques minutes la rencontre, l'effet attendu s'effondre. Les trajectoires sont donc calculées avec des années d'avance et corrigées en route par de petites impulsions. Mais l'essentiel se joue dans ces survols précis. Il y a aussi des raisons pratiques. Passer près de ces planètes permet de tester les systèmes, de vérifier les instruments, dans des environnements différents, d'effectuer des calibrations en situation réelle. Une sonde qui voyage 8 ans ne peut pas se permettre d'attendre et d'espérer. Chaque survol est une étape scientifique et technique. On peut allumer des capteurs, vérifier des communications, repérer des images et des mesures, pendant que le moteur de la trajectoire fait son office. Et puis, il y a une dimension humaine. Quand Joyce frôle Vénus, elle passe dans l'ombre de monde que l'on connaît mal, ou que l'on a choisi de ne pas étudier à cette occasion. Ce sont des géants silencieux sur le bord du trajet, des escales inaccessibles pour cette mission, mais présentes dans le paysage du voyage. Il y a quelque chose de particulier à imaginer la sonde, silencieuse, le long d'un bord de plantes, sans tourner son regard vers elle. Il y a des périodes d'activité intense où toutes les décisions se prennent en quelques heures, puis des mois d'attente où l'équipe au sol lit les données, affine les modèles, prépare la prochaine manœuvre. La sonde elle-même vit ses cycles d'activité et de sommeil. Elle se met parfois en hibernation pour économiser de l'énergie, puis se réveille pour effectuer une correction ou pour capter un survol. Le trajectoire devient un rythme, presque une œuvre composée. Enfin, on n'oublie pas que ces planètes traversées, sans être explorées, restent dans notre imaginaire. Elles deviennent des silhouettes, des points d'entrée pour de futures missions. Le fait que Joyce passe près de Vénus et ne s'y arrête pas n'enlève rien à son mystère. Au contraire, ces survols nous rappellent que notre architecture spatiale est collective. On planifie des missions différentes avec des objectifs différents, mais complémentaires. Un survol aujourd'hui peut inspirer une mission d'observation dédiée demain. En résumé, le plan Terre-Lune-Vénus, Terre-Jupiter n'est pas un caprice d'ingénieur.
C'est une solution élégante à un problème brut. Comment envoyer un instrument lourd loin du Soleil, sans trimballer des tonnes de carburant? Quand on regarde les grandes aventures spatiales, on se rend vite compte que Joyce n'est pas la première à emprunter ces détours étranges. Depuis qu'on sait profiter des planètes comme des tremplins, c'est devenu presque une évidence. Les exemples sont partout. Et chacun d'eux raconte une histoire où la gravité devient un outil plus puissant que n'importe quel moteur. Les sondes Voyager par exemple. Ces deux petites machines, lancées dans les années 70, n'auraient jamais pu sortir du système solaire si elles n'avaient pas utilisé l'alignement rare des planètes géantes. En passant successivement près de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles ont pris de la vitesse à chaque étape. Grâce à ça, elles ont pu être propulsées de plus en plus loin. Sans ces coups de pouce, elles seraient restées coincées dans le voisinage terrestre. Aujourd'hui encore, elles filent dans l'espace interstellaire. Et tout ça grâce à un plan de vol pensé comme une série de ricochets. Cassini, elle, a joué un autre jeu. Sa mission était d'étudier Saturne et ses lunes, mais y aller directement aurait coûté bien trop cher en carburant. Alors Cassini a fait un marathon orbital. Plusieurs passages près de Vénus, un retour vers la Terre, puis un survol de Jupiter. Chacune de ces étapes lui a donné un élan jusqu'à l'envoyer vers son rendez-vous final avec Saturne. On imagine parfois une sonde comme un petit vaisseau qui fonce droit sur son objectif. Mais Cassini a montré qu'une mission peut ressembler à une trajectoire longue de 8 ans, patiente et subtile, avant de plonger dans l'orbite d'une planète géante. Plus récemment, Bepi Colombo, la mission vers Mercure, utilise aussi cette logique. Mercure est minuscule, super rapide autour du Soleil, et atteindre son orbite est une vraie galère. Pour se caler sur sa vitesse, la sonde doit en fait freiner énormément. Mais freiner dans l'espace, ça veut dire dépenser du carburant. Et là encore, c'est pas possible en quantité suffisante. Du coup, Bepi Colombo fait plusieurs séries de survols, autour de la Terre, puis de Vénus, puis plusieurs fois autour de Mercure elle-même. C'est presque frustrant. On passe devant sa destination sans pouvoir s'y poser directement. Mais c'est le prix à payer pour que la mission marche. Et dans ces histoires, il y a aussi les moments où ça aurait pu mal tourner. Galileo, par exemple, la sonde destinée à Jupiter, a dû improviser après que sa grande antenne soit restée bloquée. Sans ces survols et sans une série d'ajustements précis, la mission aurait pu échouer. Rosetta aussi, celle qui est allée jusqu'à une comète, a failli se perdre plusieurs fois. Elle a dû frôler la Terre à 3 reprises pour accumuler de l'énergie nécessaire. Chaque fois, il y avait une marge ridicule d'erreur, parce qu'un mauvais angle aurait suffi à condamner des années de travail. Mais ces trajectoires ultra complexes sont tenues, prouvant qu'on pouvait maîtriser la mécanique céleste au centimètre près, sur des millions de kilomètres. Tout ça nous apprend que ces voyages ne sont pas improvisés. Les trajectoires sont étudiées comme de véritables toiles tissées à l'avance dans le vide. Et ce vide, justement, il n'est pas vide. Il est rempli de chemins potentiels, de couloirs invisibles, qui se dessinent en fonction de la position et de la vitesse des planètes. On pourrait dire que c'est comme un réseau de routes qu'on ne voit pas, mais qui existe bel et bien, tracé par la gravité et le mouvement des astres. Les sondes ne flottent pas au hasard, elles glissent sur ces rails invisibles. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces routes ne sont pas éternelles. Elles apparaissent et disparaissent en fonction du temps. L'alignement qui a permis à Voyager de visiter toutes les planètes géantes n'arrive qu'une fois tous les 176 ans. Rater la fenêtre, c'était renoncer à ce raccourci. Pareil pour les autres missions. Tout est calé à la seconde près. On a l'impression que l'espace est un territoire ouvert, mais en réalité, c'est un univers de contraintes. La mécanique céleste impose ses règles, et nous on doit s'y soumettre si on veut voyager loin. Ce paradoxe est fort. Pour être libre dans l'espace, il faut d'abord obéir. On ne choisit pas son chemin comme sur une carte routière. On attend que les planètes soient au bon endroit, on accepte de dépendre d'elles, et on se cale sur leur mouvement. C'est seulement en se pliant à cette discipline qu'une sonde peut se libérer de la Terre et atteindre d'autres mondes. En gros, on se soumet à la gravité pour mieux s'en servir. Et c'est peut-être ça la leçon la plus marquante de toutes ces missions. L'espace n'est pas une immensité où l'on fonce librement. C'est un labyrinthe de force, une sorte de jeu géant où chaque coup est décidé par l'orbite des planètes. Les ingénieurs et les scientifiques ne sont pas seulement des calculateurs. Ce sont des navigateurs de l'invisible. Ils lisent des cartes qu'on ne peut pas voir, des routes tracées par la gravité elle-même. En regardant Joyce, Voyager, Cassini ou Bepi Colombo, on comprend mieux que partir loin n'a jamais été une question de puissance brute. C'est avant tout une question de patience, de ruse et d'une compréhension intime des règles de jeu imposées par le cosmos. Le vide n'est pas neutre. Il est structuré par les lois de Newton et d'Einstein. Et nos sondes, fragiles et minuscules,
ils trouvent leur liberté en acceptant d'être guidés par des forces qui les dépassent. C'est peut-être ça qui rend ces voyages si beaux. Derrière chaque image reçue d'une sonde, il y a une trajectoire calculée, avec une précision folle. Des survols effleurés à des milliers de kilomètres près, et une obéissance totale à des lois qu'on n'a pas inventées, mais seulement découvertes. Au final, nos connaissances actuelles ne tiennent pas seulement dans les instruments ou les caméras, mais aussi dans cette maîtrise des routes invisibles. On sait maintenant que pour voyager dans le vide, il faut d'abord écouter ce que l'espace raconte, et tracer son chemin avec lui, plutôt que contre lui. Le voyage de JUICE vers Jupiter est long et fragile. C'est 8 ans de navigation au cœur du système solaire. 8 années pendant lesquelles la moindre erreur, la moindre défaillance pourrait compromettre toute la mission. Cette mission repose sur une architecture fragile où chaque composant, chaque ligne de code, chaque impulsion électrique joue un rôle essentiel. Le destin de cette onde repose sur des instruments scientifiques bien calibrés, sur des amplificateurs de signal, des minuteries internes et des fragments de données, des bits, des minuscules détails invisibles qui, pourtant, peuvent décider de la réussite ou de l'échec de la mission. Un système qui doit fonctionner sans faille, jour après jour, dans un environnement hostile et inaccessible. Le bug logiciel, découvert en juillet 2025, révèle cette dépendance extrême aux détails. Ce simple décalage dans une minuterie interne a failli couper ce fil fragile qui relie JUICE à la Terre. Ce n'est pas une panne matérielle spectaculaire ni une collision avec un débris spatial. Non, c'est une faille invisible, microscopique. Ce qu'on pourrait voir comme un simple détail, un simple dysfonctionnement logiciel, un petit décalage dans un mécanisme d'horlogerie digitale capable de plonger la sonde dans le silence total. Et ce petit bug aurait pu être fatal. Sans amplification, les signaux de JUICE deviennent trop faibles pour traverser des centaines de millions de kilomètres qui nous séparent. Ça nous montre à quel point la réussite d'une mission spatiale ne dépend pas seulement de la robustesse des machines, mais aussi de la précision de leur programmation et de la capacité des équipes à anticiper et corriger l'imprévisible. Le timing est une notion cruciale dans cette aventure. Il faut orchestrer chaque événement avec une synchronisation parfaite. Si on regarde le survol de Vénus, par exemple, c'est un moment où le temps est un facteur décisif. La sonde doit passer à une heure précise, sous un angle exact, pour profiter au mieux de la gravité de la planète et être propulsée vers Jupiter. Une erreur de quelques secondes, un angle mal calculé, et c'est toute la trajectoire qui serait compromise. Le bug de juillet montre cette fragilité du plan de vol. Il rappelle que derrière chaque succès apparent, il y a un immense travail de veille, d'analyse et d'intervention. Les scientifiques ont réussi à faire preuve d'une réactivité nécessaire pour diagnostiquer et résoudre le problème. C'est aussi une histoire de chance. La chance que le bug survienne à un moment où la sonde pouvait encore être récupérée. La chance que les ingénieurs puissent envoyer les bonnes commandes au bon moment. Mais c'est surtout une question de précision et de réactivité. Cette capacité à s'adapter dans l'urgence qui ont permis de transformer une crise en succès. Le bug logiciel est ainsi un miroir de notre dépendance, aux détails les plus infimes dans l'exploration spatiale. Il rappelle que malgré la grandeur des ambitions, le destin d'une mission peut se jouer à l'échelle microscopique. Bon, cette étape est désormais derrière nous et le dialogue avec JUICE est repris. Mais le chemin reste long pour la sonde. Chaque survol, chaque manœuvre est une étape cruciale dans cette aventure de 8 ans, où la moindre erreur peut avoir de grandes conséquences. Cette mission nous rappelle que l'exploration spatiale est un équilibre fragile entre la précision technologique et l'imprévu. Et c'est ça qui donne à ce voyage une dimension presque poétique. JUICE avance lentement, sans bruit, sans spectacle. Elle traverse des mondes sans s'y arrêter, comme une ombre qui file dans le noir. Elle ne laisse pas de traces derrière elle. Pas d'empreinte qui puisse dire qu'elle est passée, si ce n'est qu'un signal radio qui revient vers nous après des millions de kilomètres. C'est une exploration discrète, mais qui en dit plus sur notre rapport à l'espace que n'importe quelle image spectaculaire. Parce qu'au fond, ce n'est qu'un début. L'énigme est encore devant. Les lunes glacées de Jupiter attendent, avec leurs océans cachés, leurs secrets enfouis sous des kilomètres de glace. On en sait si peu que chaque mesure, chaque donnée, aura un poids énorme. JUICE ne fait pas que voyager. Elle ouvre une porte vers un futur où ces lunes ne sont peut-être plus seulement des objets lointains, mais les prochains territoires de l'exploration humaine. Alors oui, le voyage est long, silencieux et sombre, mais c'est justement ce silence et cette lenteur qui lui donne toute sa force. On est face à une aventure qui n'est pas faite pour être vécue tout de suite, mais pour durer, pour se construire pas à pas. Et ce qui attend JUICE là-bas, dans l'ombre des lunes glacées, c'est sûrement l'un des plus grands mystères du système solaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Zebroulos. À bientôt.